vaste et la France a un grand jeu à jouer. Et qu'est-ce que pensait à ce moment-là De Gaulle ? De Gaulle, qui connaissait bien son histoire de France, s'est glissé dans les habits des grands Capétiens qui ont fait notre pays. Et tout particulièrement, il s'est rappelé l'épisode de François Ier, lorsque la France avait failli déjà disparaître. Nous sommes en 1519. En 1519, il y a Charles Quint. Il est né en 1500. Il a 19 ans. Il est l'héritier de la famille des Habsbourg. Donc toutes ses possessions, il possède les Pays-Bas. Il possède, on ne le voit pas ici bien, mais une partie de l'Autriche. En Autriche, il possède une partie de la Bourgogne. Il possède également le royaume des deux Siciles. Il possède la péninsule ibérique, enfin de l'Espagne, et sans compter les nouvelles découvertes au Mexique et ensuite, ultérieurement, au Pérou par Pizarro et au Mexique conquise par Cortés. Et voilà qu'en 1519, eh bien, Charles Quint se fait en plus de ça élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc il a l'autorité en termes de suzerain sur tous les territoires en marron. Donc vous voyez que la France est pratiquement complètement encerclée en 1519. Et en plus de ça, alors que François Ier a essayé de faire alliance avec le roi d'Angleterre Henri VIII, avec l'entrevue du camp du Drap d'Or, eh bien, Henri VIII finit par choisir le camp de Charles Quint. Donc la France est complètement encerclée. La France risque de disparaître, d'être étouffée par la stratégie de l'encerclement de Charles Quint et de son empire. Alors que va faire à ce moment-là François Ier ? Eh bien, il va nouer des alliances d'abord avec les princes protestants allemands, puisque fort heureusement, il vient d'avoir un schisme qui vient d'éclater. Luther, en Allemagne, publie les 85 thèses, vous savez, sur son église à Wittenberg, et donc il lance la réforme luthérienne. Et des princes, notamment dans l'équivalent actuel de la République tchèque, des princes vont embrasser la nouvelle hérésie. Et donc va placer Charles Quint dans une difficulté nouvelle par rapport à ses propres territoires. Et François Ier, qui pourtant est le champion de la catholicité, François Ier, qui est le très chrétien, eh bien, fait alliance avec les princes protestants allemands. Et comme ça ne suffit pas, eh bien, il va chercher une autre alliance. Et quand on est menacé d'être étouffé et de disparaître par une manœuvre d'encerclement, eh bien, vous faites alliance avec le diable s'il le faut. Et c'est quoi le diable en 1525-1526 ? Le diable, c'est l'empereur ottoman. C'est le grand turc, c'est le chef de l'islam. C'est celui qui menace l'Europe entière de submersion par la foi de Mahomet. Eh bien, François Ier décide de faire alliance avec Soliman le Magnifique pour desserrer justement, et il y parvient, cet encerclement de l'empire de Charles Quint, qui va d'ailleurs, après ça, Charles Quint se retirera dans un monastère, comme vous le savez, puis le protestantisme va se développer. Soliman va donner à la France les échelles du Levant, la protection des chrétiens du Levant, et donc c'est ces alliances de revers qui vont sauver l'indépendance de la France. Au grand scandale de la chrétienté, le très chrétien, c'était la titulature officielle du roi de France, Christianissimus, le très chrétien fait alliance avec les princes protestants allemands et avec le grand turc. Eh bien, c'est à ça que pense Charles de Gaulle en 1963, lorsqu'il voit que les Allemands lui filent entre les doigts et eux vont faire alliance avec les États-Unis. Parce que de Gaulle, en 1963, il se trouve, je reprends la même carte que pour Charles Quint, il se retrouve dans cette situation. Il se retrouve complètement encerclé par des forces qui sont anglo-américaines et sous influence américaine. Et donc, eh bien, il va faire comme François Ier, il va faire alliance avec le diable s'il le faut. Et le diable en 1963, 64, 65, c'est qui ? Le diable, c'est d'abord les pays latino-américains, qui sont un anti-yankee. Le diable suprême, à l'époque, c'est Mao Tse-tung, c'est la Chine populaire. Et puis l'autre grand diable de l'époque, c'est l'Union soviétique. Et donc, De Gaulle va faire alliance ou va nouer des liens avec tous ces pays, à grande fureur,
à la grande fureur non pas de la chrétienté, mais de ce que j'appellerais l'américanité. De Gaulle va reconnaître diplomatiquement la Chine de Mao Tse-tung, va inventer la politique de détente avec l'URSS, au grand scandale des États-Unis d'Amérique. Et donc nous allons avoir cette scansion incroyable d'événements qui vont se succéder au long des années 64, 65, 66, 67. En janvier 64, De Gaulle stupéfie la planète en reconnaissant la Chine communiste de Mao. C'était pas qu'il était devenu communiste ni maoïste, pas plus que François Ier n'était devenu musulman. C'est simplement parce qu'il avait compris qu'il lui fallait des alliances de revers. Et on voit ici la une du Canard enchaîné, enfin la page 8 du Canard enchaîné, en disant c'est bien lui, le Deus ex machina, montrant que l'admiration secrète que les gens en France avaient par rapport à ce coup de poker extraordinaire qu'avait fait De Gaulle en reconnaissant ce pays qui, comme vous le savez, il était interdit par les Américains de reconnaître la Chine de Mao. Depuis 1949, tous les pays occidentaux avaient l'interdiction par Washington de reconnaître la Chine de Mao Tse-tung. Comme aujourd'hui, les pays occidentaux n'ont pas le droit de faire des alliances plus poussées avec Cuba, ou avec le Venezuela, ou avec l'Iran. Donc lorsque De Gaulle reconnaît la Chine diplomatiquement la Chine de Mao en 1964, c'est exactement comme si le président de la République française décidait demain de se rendre à Téhéran pour signer un accord stratégique avec Téhéran et avec Ahmadinejad. C'est exactement la même chose. En 1964, De Gaulle va faire 2 voyages au Mexique en avril et à l'automne dans tout le cône sud-américain. Et des dizaines de millions de latino-américains vont acclamer la voix d'une France souveraine et indépendante de tout bloc. Mexico accueille De Gaulle. C'est le Paris Match du 28 mars 1964, la couverture, qui fait sa une sur l'accueil inouï réservé à De Gaulle par les Mexicains. Des millions de gens viennent acclamer De Gaulle parce que, justement, il est le porte-parole d'un Occident qui tient tête aux États-Unis, qui est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face à l'impérialisme américain. C'est ça que fait De Gaulle. À l'époque, De Gaulle, c'est comme aujourd'hui Hugo Chavez, mais à la puissance 100. Parce que c'est Charles de Gaulle. Parce que c'est le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est à Mexico. Mais ensuite, en septembre, ça c'est la une de France Soir, on la voit pas très bien, happé, stoppé, acclamé, c'est De Gaulle à Caracas. Vous voyez d'ailleurs une rue absolument noire de monde, avec un cortège arrêté et puis des gens qui jettent par milliers, par millions des pages de bottins en signe d'accueil pour De Gaulle. C'est la une de France Soir du 23 septembre 1964. Allez sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel pour voir ces scènes d'hystérie collective lorsque le président de la République française est allé en Amérique du Sud. Marée humaine en Équateur, marée humaine à Quito pour le général De Gaulle. Des millions de Brésiliens dans les rues et aux fenêtres pour accueillir De Gaulle, qui vient justement porter cette parole d'un pays qui est indépendant de la domination américaine. C'est ça que De Gaulle a inventé pour échapper à la mainmise américaine et à la construction européenne dont il ne pouvait pas sortir. Et puis, en 1965, De Gaulle met les pieds dans le plat, il met en garde les États-Unis contre ce que son économiste Jacques Rueff appelait le déficit sans pleurs. Il réclame le respect de l'étalon or et des accords de Bretton Woods et il fait rembourser en or les avoirs français en dollars. Il a compris que les Américains qui commencent à creuser des déficits, s'ils ne respectent plus l'étalon de change or, vont pouvoir créer une monnaie de singe avec laquelle ils pourront acheter toute la planète. Il envoie des navires de la marine française bourrés de dollars accumulés par la France dans le cadre de ses excédents de balance des paiements avec les États-Unis et il les envoie en face de New York en disant « Donnez-nous l'or qui va en contrepartie ». Pas besoin de vous dire évidemment que les Américains vont décider la chute de De Gaulle. Mais ça continue. En 1966, De Gaulle invente la politique de détente qui témoigne du refus de la politique des blocs. Regardez la signature de l'accord intergouvernemental. Jusqu'alors, on n'avait pas le droit non plus d'aller en Union soviétique, parce que jusqu'alors, c'était les États-Unis qui décidaient, et la France de la 4e République était devenue le larbin des Américains, comme actuellement, nous sommes le larbin des Américains. De Gaulle lui décide d'aller en URSS. Sur 25 ou 30 kilomètres, ce sont des milliers de soviétiques qui se massent le long du parcours. Regardez ces couvertures de matchs qui relatent 2 semaines de suite
le voyage, et en particulier celle-ci qui est extraordinaire, où l'on voit ici De Gaulle entouré par Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Alexei Kosygin, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, et Nikolaï Podgornik, président du Soviet suprême. C'est-à-dire les trois dirigeants suprêmes à l'époque. En 1966, on les appelait la Troïka, avant que Brejnev ne finisse par dominer les autres. Ils avaient succédé à Khrouchtchev, vous le savez. Donc les trois dirigeants suprêmes de l'URSS arrêtent toutes leurs activités pour s'entretenir avec De Gaulle autour de lui comme le vieux sage à qui l'on demande conseil. Voilà ce qu'était la France à cette époque. En 1965-66, avec la politique de la chaise vide, De Gaulle impose le droit de veto des États et donne un coup d'arrêt à la mécanique supranationale. Il décide tout simplement que les Français n'iront plus à Bruxelles et qu'ils ne verseront plus leurs cotisations à l'Union européenne. Et puis, dans la foulée, il décide de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et il ferme les bases américaines en France. Coup d'éclat sur coup d'éclat sur coup d'éclat. D'ailleurs, il dit à cette occasion à Perfit, on reste dans l'OTAN parce qu'il y avait le pacte de Varsovie qui menaçait objectivement militairement la France. Mais De Gaulle dit lorsque le mur de Berlin se sera effondré, lorsque le communisme aura disparu, l'OTAN n'aura plus de sens, l'OTAN devra disparaître. En quoi il s'était trompé, puisque le communisme et le pacte de Varsovie se sont dissous en 1991 et dans les années ultérieures, et que l'OTAN, loin de se dissoudre, eh bien, s'est développé, puisque désormais tous les pays d'Europe de l'Est sont entrés dans l'OTAN, et l'OTAN nous emmène maintenant vers des guerres néocoloniales, en particulier en Afghanistan. J'y reviendrai plus tard. En septembre 1966, De Gaulle va à Phnom Penh au Cambodge, pays de 4 à 5 millions d'habitants, 5 millions d'habitants à l'époque, et ce sont des centaines de milliers de Cambodgiens, c'est une fraction importante de la population même du pays, qui vient écouter De Gaulle au stade de Phnom Penh. On voit ici d'ailleurs le prince Sihanouk, la tête du prince Sihanouk, qui dira à De Gaulle « Vous êtes le Saint-Georges des temps modernes ». Parce que vient dire De Gaulle? Il vient mettre en garde à Phnom Penh en 1966 les États-Unis d'Amérique qui sont présents, le pays d'à côté au Vietnam, et il le met solennellement en garde en disant « Vous êtes en train de vous enliser et vous devez quitter le Vietnam ». Et puis, en 1967, c'est tout un peuple en délire au Québec. De Gaulle va à Montréal, enfin il remonte le Saint-Laurent, il va à Québec, puis de là à Montréal, et depuis le balcon de la mairie de Montréal, il lance Vive le Québec libre, qui sera brocardé, y compris en France, par tous nos médias qui sont déjà phagocytés par les intérêts américains, mais qui, en revanche, suscitent un véritable triomphe au Québec soi-même. Il va d'un seul coup lancer et même montrer à la face du monde le problème québécois et le problème de l'indépendance du Québec, parce qu'en fait, il s'est retrouvé dans la problématique du Québec. Et puis, enfin, c'est le triomphe en Pologne communiste en 1967, où là aussi, il lancera cette formule d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement une Europe qui se permettrait de dégager de l'emprise américaine. Alors maintenant, nous en arrivons à la cinquième question bête. De Gaulle étant en train de dynamiter leur stratégie d'asservissement de l'Europe et de la France, que firent les Américains? Les Américains ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. C'est le chapitre 5, la neutralisation de Gaulle et du gaullisme par les Américains et leurs alliés français, parce qu'ils avaient des alliés. De Gaulle vient de faire son voyage en 1964 en Amérique du Sud. En novembre 1964, donc quelques jours après, Paris Match fait sa une sur ce titre. Johnson sera dur face à De Gaulle. La guerre est déclarée. Parce que le voyage de Gaulle en Amérique du Sud, avec les millions de personnes qui sont allées voir De Gaulle, évidemment, est compris par Washington comme décidément le fait que De Gaulle veut maintenir l'indépendance et la souveraineté de la France, ce qui n'entre pas du tout, mais pas du tout, dans les plans des États-Unis. Et donc, nous allons voir arriver de façon croissante l'influence des services d'influence américains sur la scène politique française par l'intermédiaire des médias. On va avoir le lancement d'un magazine, L'Express, avec JJSS derrière, Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour la campagne présidentielle de 1965, qui va lancer une campagne Monsieur X contre De Gaulle.
Monsieur X contre De Gaulle, en fait, c'est quoi? C'est la première fois qu'en France, alors moi j'étais tout gamin, j'ai un vague souvenir, tout le monde ne parlait que de ça. C'est la première fois qu'en France, on faisait ce qu'on appelle, c'est une invention américaine de marketing, un teaser. To tease en anglais, ça veut dire intriguer, ça a donné le mot striptease. Un teaser, c'était justement de lancer une candidature fantôme. Ça n'est pas français, c'est une méthode américaine. En fait, il s'agissait de lancer dans les pattes de De Gaulle aux élections présidentielles de décembre 65 les premières élections présidentielles au suffrage universel, Gaston Defferre. Lorsque les Français ont découvert que c'était Gaston Defferre, l'affaire a en revanche fait chou blanc. Mais derrière les Américains, il y avait aussi la médiatisation de Jean Le Canuet. Première fois qu'on voyait un homme politique avec un sourire comme dans une publicité américaine, avec en famille écouter Jean Le Canuet à la télévision. Ça nous paraît désuet. Mais il faut voir qu'à l'époque, c'était une grande innovation. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision d'ailleurs. Et donc ce lancement marketing ont dérouté De Gaulle. De Gaulle pensait qu'il serait réélu dès le premier tour sans faire campagne. Il a fait preuve, dans ce cas-là, comme d'autres fois, d'une trop grande sûreté de lui. Il n'a pas fait campagne, il ne s'est pas rendu compte que le monde était en train d'évoluer et que les Américains étaient en train de lancer contre lui de nouvelles armes, des armes tout à fait nouvelles, d'influence par les médias, par le soft power, comme on dit, par la séduction, par la musique, par l'évolution des mœurs, etc., que lui, homme du XIXe siècle, ne voyait pas venir. Ils ont lancé également une autre opération dont on est toujours la victime et qui ressort très bien quand on compare les deux affiches électorales de la campagne présidentielle de 65 du deuxième tour. Voici l'affiche de Charles de Gaulle pour le succès de la France. Tout simplement. Et quelle était l'affiche de son compétiteur du deuxième tour, François Mitterrand? Eh bien, c'était cette affiche-là. De Gaulle, c'est la France isolée. François Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. Vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure que De Gaulle, en 64, déplace des dizaines de millions de personnes à travers les continents. On l'a vu. D'ailleurs, comme je le rappelle souvent, revenant de son grand périple en Amérique du Sud, Maurice Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères, fait un compte-rendu assez sobre et raconte quand même devant les ministres réunis le délire qu'a représenté ce voyage, l'immensité des foules qui se sont déplacées. Et De Gaulle conclura, majestueux, d'une seule formule, en disant « Oui, c'est cela qu'on appelle, paraît-il, être isolé ». En réalité, la France n'était pas du tout isolée, bien au contraire, puisqu'elle était soutenue par l'ensemble de la population du monde, exactement d'ailleurs de la même façon que lorsque Dominique de Villepin, en 2003, a fait le discours à l'ONU contre la guerre en Irak, pour s'opposer à la volonté américaine de faire la guerre en Irak. Mais au même moment, on a vu à travers le monde entier des files d'attente se créer devant les alliances françaises pour apprendre le français. À Buenos Aires, à Mexico, à Pékin, New Delhi, Moscou, Le Caire, Sydney, partout, il y avait des gens à travers le monde qui voulaient réapprendre le français parce que d'un seul coup, ce simple discours avait redonné vie au logiciel France, ce qu'attendent les autres peuples du monde de la France, c'est-à-dire d'être Astérix, c'est-à-dire d'être le pays, certes, nous ne sommes plus une hyperpuissance, mais nous avons suffisamment d'influence dans le monde, ne serait-ce que par notre histoire, par le fait que nous sommes le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, que nous sommes quand même membres permanents du Conseil de sécurité. Le monde entier attend que la France dise non aux États-Unis, comme elle le faisait dans les années 65. En tout cas, comme vous le voyez, De Gaulle, c'était pas la France isolée, c'était tout le contraire. Mais vous voyez que François Mitterrand était en fait l'agent anti-gaulliste et se prévalant de l'Europe et prétendument du fait que De Gaulle isolerait la France alors que c'était le contraire qui était vrai. Donc, c'est le grand lancement à partir de 64-65 de ces opérations de désinformation et d'intimidation de l'opinion publique française. On nous a dit qu'être en dehors de l'Europe, c'était s'isoler du monde. Être isolé du monde. Nous sommes ici, dans le Jura, à quelques dizaines de kilomètres de la Suisse. Est-ce que la Suisse est un pays isolé du monde? Est-ce que c'est la Corée du Nord? Est-ce que la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, est-ce que c'est la Corée du Nord? Non. La Suisse et la Norvège, les deux pays d'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne, sont aussi ceux où l'on vit le mieux, selon toutes les statistiques des Nations unies.
On nous dit que c'est être ringard, que c'est être contre la paix, que c'est être xénophobe, que c'est être raciste, etc., etc. En bref, c'est le grand triomphe de la propagande. La construction européenne, on n'a tout simplement plus le droit d'être contre. Et bientôt, on n'aura même plus le droit d'en débattre. Et on évitera tout débat, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome? C'est pour appeler les Français à en sortir et pour imposer qu'on ait le droit d'en reparler, qu'on ait le droit de débattre, parce que nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, on a le droit de parler de tout, de toutes les idées politiques et de les combattre s'il le faut. Alors en ce bas monde, tout se paye. En ce bas monde, tout se paye, et l'on peut estimer de plus en plus, les historiens commencent à avoir un nouveau regard sur le passé et commencent à comprendre que mai 68 a probablement été la première révolution de couleur, comme les Américains ont fait en Géorgie, en Ukraine, etc., au cours des années 2000. Oh, certes, De Gaulle, qui était né en 1890, avait 78 ans en 1968. Oh, certes, il était dépassé par les événements, parce qu'avoir 78 ans en 1968, c'est un peu comme en avoir 88 ou 90 à notre époque. À notre époque, les gens sont jeunes de plus en plus vieux, si j'ose dire. Mais De Gaulle n'avait pas vu les évolutions sociologiques de la France. De Gaulle n'avait pas vu le nombre d'étudiants de plus en plus important, de gens qui sortiraient du système scolaire avec un diplôme. De Gaulle n'avait pas vu l'évolution des mœurs avec le développement, par exemple, de la mode des Beatles, etc. Donc toutes ces évolutions qui allaient aller vers un éclatement du carcan des sociétés occidentales traditionnelles, dont d'ailleurs le Concile de Vatican II a été le point de déclenchement, l'un des facteurs déclencheurs à partir de 1962. De Gaulle n'avait pas mesuré tout ça. De Gaulle avait maintenu une politique qui était rigide et donc a été dépassée par les événements. Mais ce qui est quand même sûr, c'est que les Américains en ont profité pour mettre le maximum d'huile sur le feu pour faire chuter De Gaulle. On a un livre qui est sorti en 2009 qui s'appelle « Des secrets si bien gardés » de Vincent Nouzy, paru chez Fayard. Et regardez ce qu'il y est écrit dedans. La CIA est en réalité, on parle des événements de mai 68, la CIA est en réalité ravie que la statue de Gaulle, bête noire des Américains depuis 10 ans, soit enfin ébranlée. Des secousses domestiques parviennent à déstabiliser ce général intraitable sur le plan international. Il y a même des rumeurs comme quoi la CIA financerait les syndicats étudiants, dont l'UNEF, pour causer du tort au gouvernement. Les Américains seront embarrassés par cette allégation jugée ridicule. Jugée ridicule par eux, bien évidemment. Selon un document américain confidentiel, ils feront savoir au gouvernement français que cette rumeur n'a aucun fondement et s'étonneront que les autorités aient pu lui donner quelque crédit. Eh bien oui. Parce que autour de De Gaulle et son entourage ont compris qu'il y avait derrière une grande puissance qui agitait tout ça. On a des milliers de témoignages. L'ambassadeur Harriman, l'ambassadeur des États-Unis, assistant aux manifestations dans le quartier latin, avec un air épanoui. Les radios, RTL, Europe numéro 1, qui étaient en dehors du territoire français, qui appelaient quasiment les Français à l'émeute. C'est comme ça que ça s'est passé, mai 68. Il y a un autre livre intéressant de Jean-Pierre Farkas, paru en 1998, qui s'appelle Le Pavé. Et voilà ce qu'il redit. En juin 68, Cohn-Bendit déclare à Hervé Bourges « Il semble que la CIA se soit intéressée à nous ces derniers temps. Certains journaux et associations américaines, filiales et intermédiaires de la CIA... » Vous voyez qu'il est quand même bien documenté, les journaux et associations américaines. Ford, Rockefeller, etc. Filiales et intermédiaires de la CIA nous ont proposé des sommes importantes. Inutile de vous dire l'accueil que nous leur avons fait. Moi, j'aurais aimé qu'ils nous disent l'accueil, justement, qu'ils leur ont fait. Quand on voit que M. Cohn-Bendit est toujours sur la scène politique française, après avoir été en Allemagne, quand il est allé chez les Verts allemands faire une partie de sa carrière politique, il s'est fait remarquer pour prendre position, à la différence de tous les Verts allemands qui étaient infiltrés par le KGB soviétique, au moment de la crise des SS-20, Cohn-Bendit a été le seul Vert allemand, député Vert allemand, à militer en faveur de l'installation des Pershing américains. Le seul.
servant les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Comme en 1968, il a servi les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique. Et comme maintenant, de nouveau, il sert les intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique en réclamant, par exemple, que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Rien ne pourrait plus faire plaisir aux États-Unis que de voir la France dégagée du Conseil de sécurité. Ils pourraient à ce moment-là attaquer qui le veulent sans avoir un nouveau discours de 2003 comme la guerre en Irak. Voilà les intérêts que sert objectivement M. Cohn-Bendit. Regardez cette photo au Parlement européen entre Nicolas Sarkozy et M. Cohn-Bendit. Est-ce que vous trouvez vraiment que ça a l'air d'être un opposant ? En attendant, quel a été le vrai bilan de mai 68 ? Le vrai bilan de mai 68, c'est que De Gaulle a été sauvé par le Kremlin, par l'intermédiaire du Parti communiste français et de la CGT, qui ont signé les accords de Grenelle pour arrêter la grève générale, parce que le Kremlin avait compris que c'était les Américains qui étaient derrière, qui voulaient faire chuter De Gaulle. La CGT donc a signé, elle a d'ailleurs été désavouée, Georges Ségui a été désavoué par sa base, et il y a eu pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, de nombreux problèmes parce que la base ne voulait pas reprendre. C'est un premier divorce qui va apparaître entre le Parti communiste français et la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière française, à l'époque, est tellement victime des médias qu'ils prennent parti plutôt pour l'opposition à De Gaulle plutôt que pour ce qu'ont décidé le PCF et la CGT qui disent qu'il faut savoir terminer une grève. D'ailleurs, on va voir se développer après, dans les années 70, les mouvements style gauchiste, la CFDT, etc. Tous ces mouvements, vous connaissez les mouvements trotskistes qui sont financés par la CIA, tout le monde le sait, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, comme FO. Le syndicat FO a été porté par les Américains. En quoi qu'il en soit, à partir de l'automne 68, De Gaulle cherche à s'en aller. Il avait dit, il vaut mieux partir 1 an trop tôt que 5 minutes trop tard. Il se rend compte qu'il est dépassé par les événements. Il a failli flancher. À la fin de mai 68, vous savez, il a failli s'en aller. Il est allé à Baden-Baden voir le général Massu qui lui a dit qu'il faut remonter sur le cheval. Donc il est revenu, mais le cœur n'y est plus. De Gaulle cherche un moyen de sortie. Il fait donc le référendum sur la décentralisation, la réforme du Sénat, etc., la participation des travailleurs. Tout ceci fait échec et donc il n'a que 47% de oui, il démissionne avec panache. Et c'est Georges Pompidou, qui entre-temps était passé par la banque Rothschild, qui est élu. Et c'est ça le vrai bilan de mai 68, c'est l'élection de Georges Pompidou. Et c'est quoi l'élection de Georges Pompidou ? Eh bien, le 1er décembre 69, 6 mois après être élu, Pompidou plante le 2e coup de poignard dans le dos de De Gaulle. Le premier, c'était le préambule interprétatif du Bundestag. Le 2e, c'est De Gaulle qui va au sommet européen de La Haye le 1er décembre 69 et qui dit « Les demandes d'adhésion à la CE de la Grande-Bretagne et de 3 autres pays, les 3 autres pays, c'est Danemark, Irlande et Norvège, doivent être abordées dans un esprit positif. » C'est-à-dire que Pompidou enterre en fait le 2e élément fondamental que De Gaulle avait voulu apporter pour faire une Europe européenne. Pompidou va être évidemment accueilli très rapidement par les États-Unis. Alors tout ceci, eh bien, c'est la fin du gaullisme à laquelle on assiste avec Pompidou. Je ne parle même pas des autres. Mais tout ceci pour faire un bilan qui façonne l'opinion publique en France. L'audience moyenne de la télévision en France, c'est 3h30 par jour, 4h15 le dimanche. Selon les sources Médiamétrie, ça fait plus de 1200 heures par an. Et maintenant, nous sommes entrés dans un univers qui est celui-ci, que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'univers où la population française est placée dans un état d'hypnotisme. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de discours politiques qui tiennent. Il n'y a plus de raisonnement politique qui tiennent. Maintenant, nous avons une population qui est complètement hypnotisée par un petit écran qui fait passer des messages subliminaux, vous le voyez d'ailleurs, où l'on traite de tout sauf des vrais problèmes. On le voit d'ailleurs, quelle place est laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France. Qui vous parle comme je vous ai parlé ? Qui vous présente notre histoire récente ? Qui vous présente la stratégie de domination américaine sur l'Europe et sur la France ? Qui vous parle de ce que la France a été un très grand État, une grande puissance indépendante et souveraine ?
Qui est-ce qui vous en parle encore? La place laissée aux questions essentielles sur l'avenir de la France? Aucune. Alors pourquoi aucune? Eh bien aucune parce que tout simplement les médias sont détenus par quelques intérêts très circonscrits. TF1 par exemple est possédé par Bouygues. Alors on entend les gens de gauche dire « Ah, on voit Sarkozy sur TF1 parce que Sarkozy est l'ami de Bouygues ». Mais ne vous inquiétez pas, Sarkozy est l'ami de Bouygues, mais Bouygues il est l'ami aussi de François Hollande, de Moscovici, il est l'ami de tout le monde. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le Bouygues est possédé à hauteur de 20% de son capital par Capital Research and Management American Funds, qui est un fonds de pension qui gère notamment les pensions, les retraites des fonctionnaires de Californie. Et donc, TF1 jamais ne peut relayer le type d'information que je vous donne. De la même façon, le groupe Lagardère, qui possède Europe 1, qui possède Paris Match, qui possède Aujourd'hui, qui possède le Journal du Dimanche, qui possède une partie du journal Le Monde, qui possède une partie des NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne qui permettent de monter ou de faire ou de tuer un journal. Il suffit de le mettre en devanture ou de le retirer de la devanture. Si vous retirez un journal de la devanture, il ne se vend pratiquement plus. Il perd 95% de ses ventes s'il n'est plus en devanture. Donc celui qui possède les NMPP a un pouvoir colossal sur la formation de l'opinion publique en France. Eh bien Lagardère, ça sonne bien français, oui, mais plus de 60% du capital de Lagardère sont détenus par des investisseurs institutionnels étrangers, comme on dit, et notamment des Américains.